Salut tout le monde, c'est Moketo pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une vidéo à contenu un peu podcast. Donc bon, tu me diras, c'est un peu comme tout le principe de la chaîne, mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez des choses à faire et tout, comme ça, vous pouvez laisser la vidéo en fond et m'écouter un petit peu discuter. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes relativement à jour sur les scans de One Piece, que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien la bataille de Wano Kuni bat son plein, on en est, enfin la bataille d'Onigashima, on en est au chapitre 1026, et on se dirige très facilement vers le climax. Là pour moi il reste un tome, et après pour moi la bataille est terminée, hein, parce que quand on voit que y a plus de Tobiropo, il y a Luffy qui est sur le dragon, qui est sur Momo, Onigashima qui est au-dessus de la capitale, il n'y a plus que 2 Okanban à battre. Bon, on est vraiment, je pense pas que la bataille va durer encore 1000 ans. Alors oui, voilà, ça va être un podcast, une vidéo podcast consacrée à One Piece, vous l'avez bien compris, qui va contenir un maximum de spoilers, hein, bien évidemment, hein, parce que le but en fait ça va être de vous donner mon avis sur la bataille d'Onigashima à l'heure actuelle. Je referai sûrement une vidéo parce que moi One Piece, j'ai toujours besoin d'au moins 3 lectures pour vraiment comprendre un arc narratif de One Piece. Il me faut souvent 3 lectures. La découverte, voire 4. Parce que la découverte, la lecture en reliure tome, en animé, pour voir un petit peu si je peux avoir plus d'intensité, plus de ressenti sur certains passages, et ensuite une 4e fois quand tout l'arc est terminé, et que là je peux m'enchaîner tout l'arc sans aucune interruption. One Piece, c'est une œuvre pas facile à aborder, pas facile à lire, parce que eh bien, c'est tellement d'éléments à gauche, à droite, que quand on lit de façon périodique, de façon hebdomadaire, l'appréciation n'est jamais la même que quand on lit en tome relié. C'est pour ça que à chaque fois, je ressens une grande peine pour les gens qui ne relisent pas les arcs de One Piece, qui se contentent d'une seule lecture et c'est tout, parce que pour moi le ressenti peut grave changer. Moi j'ai par exemple l'exemple de l'île des hommes poissons par exemple, qui dans ma tête ou dans la tête de plein de gens était un arc qui durait des plombes et des plombes et des plombes. Moi c'est un arc que en scan vraiment j'ai eu l'impression que ça durait 5 ans. Alors que pas du tout. C'est 3-4 tomes, le truc, bah voilà, en 2 jours, tu peux facilement tout lire. Pareil, en épisode, j'avais l'impression que ça durait 1000 ans, alors qu'en fait, bah voilà, en lecture de scan, enfin en lecture, quand tu lis les livres à la suite, eh bien, c'est pas si long que ça. Et puis surtout, bah voilà, quand t'as pas à attendre, etc., bah l'appréciation n'est clairement pas la même, je trouve. Tu comprends beaucoup mieux où l'auteur voulait en venir sur certains points. Donc voilà, donc c'est pour ça que mon avis là que je vais donner sur la bataille en tant que telle, bon, il y a certains points qui ne vont probablement pas changer, mais ça reste un avis provisoire parce que la bataille n'est pas terminée, l'arc n'est pas terminé, donc je donnerai probablement un avis global une prochaine fois, mais là c'était juste pour un petit peu revenir sur certains points, parce que là, bon, la bataille est quand même bien entamée, donc on peut déjà avoir un début d'avis concret sur la bataille de Onigashima. Qu'est-ce que j'en ai pensé, en gros. En gros, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que bah, je débat beaucoup des scans sur mon serveur Discord, je regarde beaucoup les réactions sur Twitter, dans les commentaires YouTube, des analyses, des reviews, etc. Et il y a plein d'éléments qui reviennent, que les gens reprochent à l'œuvre, et que moi aussi, en fait, je reproche à l'œuvre. Et en fait, j'avais envie d'exposer un petit peu mon analyse par rapport à tout ça, parce que je trouve que Onigashima est une bataille qui n'est pas facile à aborder, qui n'est pas facile à apprécier à sa juste valeur, parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent nous gêner. Alors déjà, première chose qui est un tant soit peu gênante, c'est que on est depuis plusieurs années maintenant sur un rythme de narration qui est quand même sacrément soutenu. Moi, ça me tue de rire à chaque fois qu'on me dit que putain, Wano Kuni c'est lent, etc. Je n'ai absolument pas eu ce ressenti-là. Je trouve au contraire que Wano Kuni va
extrêmement vite. Genre je trouve, alors il y a peut-être, oui, effectivement il y a peut-être des petites périodes où il y a un espèce il y a un ventre mou, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va lentement. Par exemple, le coup de Luffy qui s'entraîne en prison, ou alors le passage où Apu a l'antidote pendant la bataille de Onigashima et que tout le monde se rue sur lui, c'est des moments effectivement pas très intéressants et qui du coup nous donne l'impression que ça va lentement, mais pourtant, certes c'est moins intéressant, mais ça ne va pas lentement pour autant, parce que quand tu lis les chapitres centrés sur ça, notamment sur l'entraînement de Luffy, comme je le disais par exemple, ou la course contre Apu, il ne se passe pas que ça dans les chapitres. En épisode, oui je suis d'accord, en épisode, Wano Kuni en épisode, il y a des moments très très lents, parce que il y a beaucoup de choses qui sont rallongées, mais en chapitre, je suis désolé, mais quand tu lis 3 chapitres de Wano Kuni à la suite, encore une fois, sans avoir cette pression de devoir attendre une semaine à chaque fois, quand tu as tout de disponible et que tu t'enchaînes 3 chapitres à la suite, tu as énormément d'informations, tu as énormément d'éléments, je suis désolé, qui ont avancé. Enfin, je trouve, encore une fois, il faut faire attention de ne pas prendre le rythme de parution, genre effectivement, si en une semaine, on a 20 pages par semaine. Si dans les 20 pages de la semaine, tu en as 9 qui sont pas intéressantes et qu'ensuite tu dois réattendre une semaine, oui, effectivement, je peux comprendre que tu te dises, bon, bah ça avance pas. Mais non, c'est pas parce que tu n'apprécies pas l'intrigue à l'instant T que ça veut dire que ça n'avance pas. Relis avec 4-5 chapitres à la suite et tu verras que l'intrigue, elle avance à un rythme très soutenu. Vraiment, Wano Kuni, j'ai eu une impression de gros rush parce que j'ai rarement ressenti un arc qui s'éparpillait autant, mais justement pour aller vite. Souvent, les arcs de One Piece, je trouve, se concentrent sur un truc, sur des personnages secondaires qu'on rencontre sur l'île. Là, à Wano Kuni, je trouve que jamais, encore une fois, bon, c'est mon avis personnel, mais je trouve que quasiment jamais on prenait le temps d'apprécier le développement de tel personnage principal, secondaire, ou un autre, enfin voilà. À chaque fois, je trouve, dans quasiment tous les chapitres de Wano Kuni, tu vas à 4 ou 5 endroits différents pour nous montrer que voilà, il y a ça qui avance, il y a ça qui avance, il y a ça qui avance. À chaque fois, on ne prenait pas le temps, je trouve, de vraiment se concentrer sur les choses. Et alors, Onigashima, c'est pareil. Onigashima, pour moi, c'est une autoroute. Je trouve qu'on est sur un rythme extrêmement soutenu. On sent vraiment que l'auteur, enfin on sent que Oda veut vraiment ne pas passer 1000 ans sur la bataille. Alors oui, certes, la bataille, elle fait quand même 4-5 tomes, c'est pas rien, quoi. Ça fait quand même une 50aine de chapitres, et heureusement, si c'était plié en 20 chapitres, on se poserait des questions. Mais il n'empêche que malgré le nombre important de chapitres, je trouve que le rythme va extrêmement vite parce qu'il y a énormément de combats qui sont ellipsés. En fait, l'auteur, clairement, ne prend plus le temps de nous montrer concrètement des combats. On est sur du... je veux vous montrer que tel personnage affronte tel personnage. Ils en sont à ce point-là. Il est un peu fatigué, l'adversaire aussi. Bam, on passe à autre chose. Sanji, il affronte tel personnage. Bon bah voilà, vous voyez que le personnage s'est transformé, je vous ai pas montré comment il s'est transformé, mais vous voyez qu'il a cette transformation si elle le veut. Sanji il est fatigué, on passe à autre chose. Pendant ce temps, il y a tel fourreau rouge qui effectivement est passé en mode sous longue. J'ai pas montré la transformation parce qu'en soi ça sert à rien, je vous montre juste le résultat final, je vous montre que son adversaire il vient de se faire démolir. Parce que de toute façon, c'était joué d'avance, enfin, je vous l'ai dit depuis un bail que les formes sous longues, de toute façon, c'était craqué pour Jack, il avait aucune chance. Bon bah voilà, vous le voyez concrètement, il s'est fait démolir, bam, on passe à autre chose. Et alors, ce qui est ennuyeux avec ça, c'est qu'on est quand même sur une bataille, on est quand même sur une guerre, qui nous a été teasée depuis longtemps, donc effectivement, on est effectivement en droit de réclamer, de vouloir voir beaucoup de combats. Sauf que, et moi, c'est un truc que j'ai remarqué depuis un bail, parce que effectivement, je trouve que Oda a complètement changé sa structure narrative. Alors, je parle pas du schéma narratif, mais je parle de la façon dont l'intrigue avance. Il l'a complètement changé entre les 2 ans avant et les 2 ans après. Avant l'ellipse, on était beaucoup plus sur de l'exploration, sur du combat, sur des trucs comme ça. Après ellipse, on est vraiment plus sur « je veux raconter une histoire, je veux développer du lore, je veux développer des intrigues et des sous-intrigues », mais les combats, vraiment,
ça devient extrêmement secondaire. Là où avant ce n'était pas si secondaire que ça, là depuis le Nouveau Monde, Punk Hazard, Dressrosa, Whole Cake, etc., je trouve que les combats deviennent très secondaires, même Zo, hein. Zo, il n'y a quasiment aucun combat. Et ça, genre vraiment, c'est quand même rare un arc de One Piece dans les 2 ans avant, où même si c'est pas très long, il y a toujours des petits combats, quoi, à gauche à droite, quoi. Mais là, non, pour dire à quel point, genre, il veut vraiment développer intrigue. Et en fait, le truc, c'est qu'il a appliqué le même schéma pour Onigashima. On est beaucoup plus sur de l'intrigue, sur je vous montre vers où tel personnage s'avance, quel rôle il va avoir, dans quelle mentalité il va être dans son combat, plutôt que le combat en lui-même. Et c'est pour ça aussi que ça me fait marrer quand on me dit Oda, Eiichiro Oda et beaucoup de ses éditeurs répètent depuis quand même pas mal de temps maintenant, enfin plusieurs fois, qu'il reste 5 ans à One Piece. Beaucoup de gens sont en mode ouais non mais on n'y croit pas et tout, nanana, Oda il rallonge tout à chaque fois donc nanana on n'y croit pas. Personnellement je suis de la team de oui j'y crois, hein, que dans 5 ans on va pas faire les malins, vu à quel point la guerre il y passe pas non plus 2000 ans. Quand on voit la rapidité avec laquelle les Tobiropos se sont fait allumer, quand on voit que beaucoup de combats des Fourreaux Rouges ne sont pas montrés, quand on voit voilà que ils montrent quand même beaucoup du Luffy Kaido, ce qui est normal, mais pour vraiment nous montrer l'avancée du combat, etc. Oui, non, moi je pense vraiment qu'il appuie sur l'accélérateur depuis Wano Kuni, quoi. Je trouve qu'en fait il est vraiment dans la mentalité de je vais droit au but, je vais vraiment droit au but. Je montre pas des transformations, je montre pas des échanges de combats, des échanges de techniques qui en soi ne font pas avancer l'intrigue, parce que c'est ça aussi le truc, hein. C'est que ce qu'il faut comprendre dans une structure narrative, c'est que quand tu montres des personnages secondaires qui s'affrontent, en soi, l'intrigue, elle n'avance pas. Oui, ça fait du bien à notre côté shonen, à notre côté on bat un manga d'aventure, on a envie de baston et tout, mais faut bien prendre en compte que en termes de personnages secondaires, si tu montres un versus pendant un chapitre entier, l'intrigue en soi, elle n'avance pas. Parce que tu peux te dire, en une case, tu peux montrer Nami qui bat Ulti, et en soi, et le truc est le même, la résolution est la même. C'est-à-dire que tu comprends, entre montrer en une case que le combat est gagné et un chapitre, c'est pas la même chose. En un chapitre, t'as le temps de développer beaucoup plus de choses. Et je pense que vraiment, il a envie de développer un maximum de choses en 20 pages, et qu'il laisse le travail à l'animé pour rallonger les choses. On en a bien vu beaucoup d'exemples dans les épisodes de Wano. Il y a plein de combats, il y a plein de trucs, il y a plein d'étapes qui sont beaucoup plus développées. Le combat, le combat Zoro Killer Bee, en animé, il est magnifique. En manga, ça va droit au but. On perd pas du tout de temps. C'est très expédié. Et il y a plein de choses comme ça. Donc je pense vraiment que Oda estrope pas mal de dogfight parce qu'il se dit je laisse ça à l'animé. Ça leur fera de la matière. Moi, j'ai plus le temps, je veux aller droit au but. Ensuite, autre élément dont souffre beaucoup pour moi la bataille de Onigashima, c'est qu'il y a eu une interview qui est assez confuse, vraiment, parce je ne sais plus d'où ça vient, mais à un moment donné, Oda aurait dit que la bataille de Marineford, ce serait une cour de récréation à côté de la bataille, et là, c'est là où il y a eu une grande confusion. Il aurait parlé de la bataille de Wano Kuni, mais moi j'ai eu d'autres sources comme quoi il aurait parlé de la bataille finale du manga en fait. Il aurait dit, enfin moi je l'ai compris comme ça, il aurait parlé de la bataille finale, il aurait dit que la bataille finale de One Piece serait vraiment 3 fois supérieure, enfin beaucoup plus important en tout cas que la bataille de Marineford. Sauf que apparemment il y a eu des raccourcis faciles qui se sont faits où les gens ont pensé qu'il parlait d'Onigashima. Et alors peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il parlait d'Onigashima, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans la tête de beaucoup de personnes, il y a le comparo Marineford-Onigashima, parce qu'effectivement il parlait d'une bataille à venir en la comparant à Marineford, et donc je pense que beaucoup de gens ont pensé qu'il parlait de la bataille d'Onigashima. Et là, pour moi, le comparo, il est grave en fait. Enfin, je me souviens en plus qu'il y avait eu des comparos en mode ouais, Momo il se fait exécuter comme Ace et tout, nanana, ouais et tout, nanana, bon. Et pour moi, le comparo, il est pas du tout pertinent à faire, et il est dangereux en fait à faire, parce que du coup, tu te mets des hypes beaucoup trop importantes, alors que les deux arcs sont en soi extrêmement différents.
Effectivement, il y a la théorie de oui, mais l'effet miroir, en fait, les arcs du Nouveau Monde, c'est les mêmes que ceux de l'avant Ellipse et tout nanana, donc il y a plein de gens qui sont aussi pareil tombés dans ce schéma-là, sauf que vraiment, il y a beaucoup de choses, genre, c'est fou de voir à quel point, genre, les gens voit qu'il y a genre 5 éléments qui se ressemblent entre Onigashima et Marineford, donc c'est Marineford en version 2.0. Alors que ça ne regarde pas les 98 autres éléments qui n'ont rien à voir avec Marineford. Non, on préfère regarder les 5 trucs similaires et se dire, bon ok, c'est sûr, c'est une copie. Alors que vraiment, ça n'a rien à voir. Déjà parce que les enjeux narratifs ne sont pas les mêmes. À Marineford, on est une espèce d'intrus. En fait, il y a Luffy qui est tout seul. C'est pas un arc pour Luffy. En fait, Luffy, il est juste là pour sauver son frère. Il ne participe pas vraiment à la guerre. Il est limite spectateur et nous, on voit un petit peu comment il s'est introduit dans cet arc qui n'est pas le sien. Et c'est là où, effectivement, Marineford, c'était génial et c'était très novateur parce qu'on était pour la première fois dans One Piece dans une guerre qui n'est pas celle de Luffy, qui n'est pas celle des Mugiwara. On n'était pas sur un arc qui avait un but de développement de personnages. Non, on montrait un panel hyper important de stars qui juste se foutaient sur la gueule, mais il n'y avait pas d'enjeu, d'éléments narratifs à vraiment coaguler. C'était énormément d'action, et c'est normal parce que on n'est pas sur un Luffy qui veut essayer de changer les gens, qui veut essayer de les aider, etc. Non. Il était là pour son frère, et c'est tout. Il n'y avait pas de 1v1 véritablement à faire, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux personnages. C'était du Boogie Boulga, c'était une orgie de baston sans aucun but derrière, en fait. C'était juste, il y a deux guerres, il y a une guerre, il y a deux camps. Et on cherche pas à montrer power-up de certains personnages parce que c'est des personnages qu'on ne connaît pas. Je parle notamment pour les personnages de l'équipage de Barbe Blanche. Et autre élément qui n'a rien à voir, c'est l'emplacement des deux arcs dans l'intrigue. Marineford, c'est le climax de la première moitié de One Piece. Onigashima, ce n'est pas le climax de la seconde partie, ce n'est pas le climax de l'œuvre, ce n'est pas la bataille finale de l'œuvre. C'est effectivement pas facile à envisager parce qu'effectivement c'est une bataille qui nous a été teasée depuis longtemps, mais malheureusement ça reste un arc entre gros guillemets comme un autre dans sa structure. Onigashima, l'arc de Wano Kuni, ça reste un arc qui effectivement est plus épique, on est sur du beaucoup plus épique, sur beaucoup plus de personnages, sur beaucoup plus d'enjeux, mais le schéma est le même. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que Marineford est extrêmement différent des autres batailles, parce que c'est un élément majeur qui marque la fin d'une période. Onigashima ne va pas marquer la fin de One Piece. C'est pas la fin, c'est pas la bataille finale. Donc en termes de miroitage, si il faut vraiment comparer les arcs entre eux, Onigashima, c'est pas Marineford. C'est plus un Enies Lobby. À la limite, tu vois. Et ça, pareil, plein de gens ont voulu comparer du coup avec Enies Lobby. Et là, pareil, on n'est pas sur il y a effectivement des similitudes. Robin qui vient sauver Sanji parce qu'il galère contre une meuf. Ok, ça fait un point commun. Mais à côté, il y a 46 autres éléments qui n'ont rien à voir avec Enies Lobby. En fait, le souci pour moi, c'est que Oda, c'est un peu pris les pieds dans son propre piège. Et surtout, nous, les fans, on s'est trop mis la tête. On s'est trop pris la tête, en fait. Pour moi, les hypes de Onigashima nous ont beaucoup trop pris la tête, enfin on s'est beaucoup trop monté la tête sur la hype de cet arc parce que aucune autre œuvre quasiment, aucun autre manga quasiment ne tease aussitôt un personnage à abattre. Tu prends les grands shonen, My Hero, Bleach, bon Bleach si peut-être un peu, mais Dragon Ball etc. Les antagonistes, ils ne nous sont pas montrés 40 tomes en avance. Là où, effectivement, One Piece, Kaido Big Mom, on nous en parle dès le tome 45. Depuis le tome 45 environ, on sait que ce sont des grosses menaces qui gouvernent une partie du monde. Depuis le tome 66, 7, plutôt 7-8, on démarre un processus de « il faut qu'on abatte Kaido ». Donc effectivement, c'est normal en fait qu'au bout d'un moment, on se dit mais bordel, on s'y prend aussitôt, on apprend l'existence d'un personnage à abattre aussitôt, qui gouverne sur les mers depuis un bail. Effectivement, on peut s'attendre à ce que la bataille, elle soit
extraordinaire et qu'elle soit violente comme pas possible. Sauf que on n'est pas sur du Game of Thrones, on n'est pas sur un auteur qui peut faire des plot twists et des trucs dans tous les sens. On reste sur un shonen qui a toujours eu les mêmes codes, qui a beaucoup de similitudes sur tous ces arcs. Enfin, pour moi, en fait, à Onigashima, ce qui nous déçoit, c'est la patte de Oda. Et en fait, c'est ça que je trouve assez ironique dans ce qui nous frustre. Moi compris, hein, je m'insère dans le lot des gens qui sont frustrés. Mais le truc, c'est qu'on reproche à Oda de faire du Oda, en fait. On reproche à Oda de mettre un peu trop d'humour dans un moment un peu dramatique, alors qu'il l'a toujours fait. On reproche à Oda de nous faire des 1v1 avec les Mugiwara qui se terminent en un chapitre. Ils affrontent des Tobiropo en un chapitre, c'est terminé, alors qu'il l'a toujours fait. On reproche à Oda de nous montrer un protagoniste, donc Luffy, qui, en un temps record, arrive à battre un gars qui, pendant des années, gère une partie du monde, alors qu'il l'a toujours fait. Luffy, il a battu Crocodile, qui a monté dans l'organisation pendant des années. Luffy, il a battu Doflamingo, qui était un ancien dragon céleste, qui tirait les ficelles de à la fois la piraterie et à la fois du gouvernement pendant des années. Bah là pareil, ça nous a pas posé de problème quand Luffy l'a battu. On reste sur en fait un schéma effectivement similaire. On n'est pas content quand Luffy bouffe et du coup il retrouve son énergie et du coup il revient pour mettre une tatane, alors que Oda l'a toujours fait contre Crocodile, contre je sais pas moi, contre Doflamingo ou en prison à Impel Down, etc. Vraiment, c'est ça que je trouve ironique, c'est qu'on reproche à Oda de faire du Oda, de pas prendre plus de risques, mais tout simplement parce qu'effectivement, on s'est monté la tête trop facilement, et à juste titre, hein, on s'est trop dit que cet arc serait trop différent du reste, alors que, au final, non, Oda, pour l'instant en tout cas, il applique son schéma d'écriture qu'il a quasiment toujours appliqué. En fait, l'œuvre, elle est tellement maîtrisée que du coup, je pense que inconsciemment, on a envie que l'œuvre soit sérieuse de bout en bout, mais que ce soit en termes de procédé narratif comme en termes d'évolution. Et on en oublie ce qui fait la saveur même de One Piece. Alors certes, on arrive dans des sommets de la piraterie, on arrive à un degré de sérieux qui devrait atténuer la drôlitude de One Piece. Mais est-ce qu'on ne perdrait pas une grande saveur de l'œuvre si ça se passait comme ça? C'est-à-dire que là, on n'accepte pas que Luffy atteigne un tel degré de maîtrise de haki et un rétablissement aussi rapide, alors que on nous l'a répété tout le long de l'œuvre que Luffy, Zoro, enfin par exemple, ils ont des comment dire, ils ont des corps, enfin des métabolismes très bizarres, ils tombent jamais malades, ils peuvent un coup de bouffe et ça y est, ça repart. Luffy, il a une endurance absolument terrible. Genre à un moment il blague, bon il boit du lait, hop sa dent elle repousse, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui nous sont teasés depuis bien avant, qui continuent de s'appliquer ici, mais le sérieux nous est tellement monté à la tête que du coup on ne l'accepte plus. Et c'est en ça pour moi que il y a autant de plaintes, parce que pareillement là il y a deux écoles concernant le ciel fendu par l'impact entre Luffy et Kaido. Là, pareil, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont extrêmement contents parce que ça y est, Luffy il a le niveau d'un empereur. C'est absolument dingue. Et t'en as d'autres qui sont en mode non mais c'est quoi ce power-up de malade mental, genre ça y est, ils bouffent de la viande et ça y est, ils sont acquis, c'est amélioré, etc. Et alors moi, j'ai envie de répondre deux choses à ça. Premièrement, il faut pas oublier que j'avais vu un tweet passer et effectivement Riley avait expliqué lors d'un flashback sur Fushia lors de l'entraînement de Luffy, il avait expliqué que le haki de Luffy s'éveillait vraiment dans les moments de pression. Voilà, il disait la fleur du haki éclora vraiment que dans les conditions extrêmes d'un vrai combat.
plus tu affronteras de puissants ennemis et plus tu deviendras fort. En fait, concrètement, Luffy, il a le métabolisme d'un Saiyajin au début de Dragon Ball Z. C'est-à-dire que plus il frôle la mort et plus quand il revient, il devient puissant en fait. Il devient puissant. Et il y a un truc pour moi qui illustre très bien ça, c'est quand effectivement Kaido le bat au village au début de l'arc. Il y a Kaido qui vient le chercher et tout, qui vient chercher son espèce de dépouille, et malgré qu'il est inconscient, Luffy tire une tête de déterminer, une tête vénère. Je pense que vous voyez de quel passage je parle. Et bah pour moi, ça c'est l'illustration même en fait, c'est un peu comme si son haki se manifestait en mode ok, je me suis fait battre, mais là j'ai mon haki interne là qui boue en fait. Genre ça me fait progresser ce que tu viens de faire. Comme les Saiyajin en fait au début de Dragon Ball Z où plus ils frôlaient la mort et plus leur puissance de combat augmentait lorsqu'ils revenaient. Donc déjà il y a ça à prendre en compte. Premièrement. Deuxièmement, parce que oui, j'ai vu, entre le moment où Kaido il OS Luffy et le moment où il le bat, enfin, et le moment où il maîtrise le haki des rois, machin, enfin, qui fend le ciel, là, il se passe que 2 semaines, what the fuck. Je suis d'accord, moi aussi ça m'a gêné, mais moi de toute façon ça m'avait gêné dès que j'ai vu que Kaido prenait quasiment aucun dégât dans leur premier combat et que Luffy s'est fait OS, quand j'ai vu Luffy se faire OS, je me suis dit, oh putain, alors ça sent la merde. D'un point de vue procédé narratif, ça sent la merde parce que on est sûr à 100% que Luffy battra Kaido dans l'arc, donc mettre un tel viol, Luffy ne s'est jamais fait violer de la sorte de tout le manga, mettre un tel viol et devoir le faire gagner 9 tomes plus tard, c'est pas un bon plan Oda. Déjà à ce moment-là, je me disais, bon, une défaite, je veux bien, mais une défaite aussi violente, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bref, deuxièmement, on est quand même sur un shonen. Luffy doit battre... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf Fifi et Loulou au fond de la salle, mais on est tous bien d'accord que Luffy doit devenir le roi des pirates et que Luffy doit battre Kaido. On est quand même sur une histoire qui ne se veut pas réaliste à 200%, on est quand même sur un shonen, on est quand même tous d'accord que Luffy doit battre Kaido. Non, parce que à chaque fois que Luffy se rapproche du niveau de Kaido et qu'à chaque fois qu'il lui met des patates, on n'est pas content. En mode... Non mais d'où Luffy il est capable de ça, mais en même temps, vous voulez juste que Luffy perde. Vous voulez une défaite des Mugiwara à la fin de Wano. Spoiler, ça n'arrivera pas. Spoiler, on est sur une œuvre classique où il faut un antagoniste par arc. Si Luffy ne bat pas Kaido... Oda est viré du jeu. Enfin, genre, c'est non en fait. Oui, ok, il y a une vingtaine d'années qui séparent de Luffy, de Kaido, enfin, je sais pas combien d'années, une cinquantaine. Et oui, ok, Kaido, il gouverne une partie du monde depuis des années. Et que ça fait bizarre qu'un gamin vient et direct et tout, il le démonte. Mais encore une fois, ça s'est déjà vu auparavant. Et dans toutes les œuvres, en fait, c'est ça, en fait, les gars. Genre, Sangoku, il arrive, il bat Freezer, alors que le gars, il gouverne une partie de la galaxie depuis des années. Il y a un être, il y a un dieu de je sais pas quoi qui arrive et tout, et il se fait battre par un humain qui a 30 ans de vie. Enfin, je sais pas... Vas-y, il y a un humain il s'appelle Ichigo Kurosaki, il a ses pouvoirs de Shinigami depuis même pas un an. Il bat un capitaine qui s'est holomorphisé, qui a préparé un plan depuis des années, qui s'est overcracké et tout, il le bat. Bah oui les gars, bah oui, faut effectivement le héros il va battre quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui a vécu beaucoup plus de batailles. Bah oui, mais ça s'appelle une histoire aussi, il faut bien que le héros il gagne en fait. Mais encore une fois, je comprends la frustration. Parce que moi aussi, ça m'a fait bizarre de voir un Luffy qui fend le ciel, comme le fait Kaido, comme le fait Big Mom et tout, alors qu'il il s'est entraîné 2 semaines en prison, etc. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais le truc, c'est que je me pose 2 secondes et je me dis, mais oui, mais est-ce que j'aurais accepté, est-ce que vraiment, dans mon inconscient, j'aurais accepté que Luffy batte Kaido sans être capable, au moins, d'une maîtrise similaire de haki? Bah bien sûr, bien évidemment que non. Tu peux pas battre Kaido
avec un Luffy qui a le même arsenal de techniques d'attaque que quand il a affronté Katakuri ou Doflamingo. Bah non, le niveau ne fait qu'augmenter, et bah Luffy c'est pareil. Et le truc c'est que, là vous pouvez me dire, bah oui mais dans ce cas il aurait fallu introduire la maîtrise du haki plus tôt, etc. Nanani nanana. Enfin ok, Luffy doit atteindre le niveau de Kaido, mais il aurait fallu nous montrer il se rapproche de ce level bien plus tôt. Bah oui mais le truc c'est que ça aurait fait un Luffy beaucoup trop craqué aussi, en fait, pour les arcs d'avant. C'est-à-dire que si tu fais maîtriser à Luffy le Ryuo ou le Haki des rois qui fend le ciel un arc au préalable, ça rend la tension et l'enjeu très amoindri, parce que tu te dis, bah en fait, il viole Doflamingo, bah en fait il viole Katakuri, enfin, c'est normal de faire step up Luffy maintenant, et pas avant, parce que si on le fait step up avant, ça rend les adversaires qu'il affronte beaucoup trop vides en fait, enfin beaucoup trop... pas assez de matière quoi, pas assez consistant en fait. Comme ce qui s'est passé avec Odie Jones à l'île des hommes poissons. Que genre le combat il avait pas du tout de pression, enfin il était pas hypant et tout, parce que bah, on savait depuis le début que son adversaire il était pas assez fort, il avait pas le niveau pour battre Luffy. Et ça a amoindri de fou l'intensité du combat, et c'est normal. Donc alors, vraiment, faut pas me considérer comme un fanboy absolu de One Piece. J'adore One Piece, c'est mon œuvre favorite. Mais attention, je ne défends pas, je ne cherche pas à défendre Oda, surtout. Je ne cherche pas à justifier tous ses choix, etc. Je me mets juste, j'essaye juste de prendre du recul, en fait, et me dire, on est quand même sur un arc qui a énormément de personnages, qui a été teasé depuis tellement longtemps que... On l'a attendu depuis tellement longtemps que ça a mis nos attentes extrêmement hautes. On est sur, effectivement, un personnage légendaire à battre, et il faut l'accepter, qu'il faut qu'il perde, en fait. Avoir le moyen à la fin, mais effectivement, bah, il faut accepter, en fait, que Luffy, il batte Kaido, et pour battre Kaido, il faut accepter le fait qu'en termes de pouvoir et de maîtrise de haki, bah oui, en fait, il s'en rapproche, et c'est normal, en fait, ça serait giga honteux si Luffy, il bat un tel monstre de haki sans montrer qu'il est capable de se rapprocher de ce niveau, en fait. Mais je suis d'accord, c'est très frustrant, parce que on est sur une guerre qui nous a été teasée depuis tellement longtemps qu'on s'attend à quelque chose de grandiose. Et en soi, c'est grandiose. Plastiquement, c'est grandiose. Mais effectivement, en termes de progression, bah, ça fait très bizarre. Parce que là, on suit des héros qui... Enfin, nos héros sont vraiment au centre d'un truc extrêmement grand, quoi. Extrêmement grand quand on voit la longueur l'étendue de l'univers. Mais encore une fois, moi je pense effectivement que Oda a surestimé son histoire sur plein de points, et qu'il fait effectivement des procédés narratifs pour simplifier les choses. Pour moi, effectivement, mettre Mama et Kaido en même temps, certes c'est extrêmement épique, ça met beaucoup de hype, mais clairement il n'a pas su maîtriser le truc, parce que Mama est complètement inutile sur les 3/4 du truc, et ça c'est pas normal. Il a mis trop de... Enfin, c'est très très bien. Je suis fan absolu des fourreaux rouges. L'écriture est extraordinaire. Mais le problème, c'est que tu as 9 autres personnages à côté qui s'appellent les Mugiwara. Et du coup, tu mets une bataille où quasiment les deux camps... Enfin, c'est complètement autant légitime pour les Mugiwara de gagner que pour les fourreaux rouges. Donc du coup, tu as une vingtaine de personnages que tu aimerais voir à fond en train de mettre la gomme sur tout le monde, sur tout l'équipage de Kaido. Là, encore une fois... Bah c'est pareil, 20 personnages, c'est absolument énorme. Tu ne peux pas tout mettre sur un même piédestal, il y a forcément des sacrifices qui sont faits, il y a forcément des personnages qui perdent en intensité, qui perdent en utilité, parce que bah, tu peux pas passer 1000 ans dessus au risque d'ennuyer le lecteur qui, lui, veut voir Kaido, qui veut voir Luffy, qui veut voir des grands trucs. Pareillement, l'introduction et l'utilité de Yamato, pour l'instant, je suis... dubitatif. Il y a certains trucs, je suis d'accord, il y a d'autres, je trouve qu'elle a été un peu trop inutile sur certains points. Elle est vraiment craquée parce qu'elle tient tête à son père pendant plusieurs minutes.
Ça pareil, c'est un truc, ah, c'est à la fois stylé, en même temps je me dis, c'est quand même bizarre, elle a un niveau absolument craqué, etc. Pourquoi elle n'a pas été utilisée avant, plus tôt, machin, nanani, nanana. Voilà, il y a des trucs encore, voilà, je suis pas d'accord, enfin, il y a des éléments, je suis pas d'accord, mais j'essaye de relativiser et de me dire, oui, ça me fait bizarre de voir Luffy avec ce niveau de puissance, les Mugiwara avec un tel niveau de puissance, et de l'autre, bah ouais, mais oui, mais faut qu'il gagne en fait, hein, faut qu'il gagne, et puis voilà. Pareil, les Tobiropo, ça pareil, pour moi, c'est mal fait, c'est très 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 mal fait. Leur écart de puissance, leur utilité, enfin, ils ont trop l'air de sous-fifres beaucoup trop, pas assez importants, alors qu'ils nous sont bien teasés. Ulti qui résiste de fou malade à l'attaque de Yamato, de Luffy, de Big Mom, de Nami, mais qui, par contre, les autres Tobiropo, par contre, eux, ils se font OS par une attaque de Brook ou de Franky, ça pareil, j'ai extrêmement de mal. Le dosage de puissance, il est beaucoup trop bizarre. Donc voilà, je ne cherche pas du tout à justifier, je cherchais pas du tout à travers cette vidéo à faire mon fanboy et à vouloir le défendre Oda absolument. Pas du tout, parce que y a plein de points sur lesquels j'ai vraiment du mal et je l'ai encore à travers de la gorge. Mais voilà, mon envie, c'était d'essayer de faire relativiser certains éléments. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire, si vous avez eu le courage de tout écouter, de me dire ce que vous pensez concrètement de ça. Encore une fois, essayez de relativiser, essayez de prendre en compte ce que je vous ai dit. Oui, il y a des éléments narratifs qui sont bizarres, mais en même temps, One Piece, ça a toujours été ça. En même temps, il faut bien que Luffy devienne le roi des pirates, et en même temps, on se dirige quand même vers la fin de l'œuvre. Donc il y a un moment donné, quand on se dirige vers la fin de l'œuvre, il faut faire des sacrifices. On n'est pas sur un manga qui va atteindre les 200 tomes, clairement. Donc, et surtout, on est sur un manga qui nous reste encore beaucoup de choses, il reste encore beaucoup de choses à traiter en peu de temps. Il reste encore Shanks, Barbe Noire, le gouvernement, Im-sama, le siècle oublié, il reste encore plein de choses à développer en très peu de temps. Donc oui, je pense que dans ce train-là, il faut accepter malheureusement que l'histoire prenne des raccourcis, des autoroutes narratives, malgré tout. J'attends encore une fois que l'arc se termine, parce que voilà, on n'a pas encore eu le point final sur la défaite de Kaido. Mama, on sait pas du tout ce qu'il va en faire. Il y a des personnages qui sont laissés pour morts pour l'instant, Kinemon, Kiku, etc. Bon, j'espère qu'ils sont... en termes de... non pas que je les déteste, hein, au contraire, mais j'espère voilà, qu'il va assumer et qu'ils vont pas revenir, tu vois. Donc voilà, il y a plein de trucs encore, ça se trouve qu'ils peuvent agréablement me surprendre, comme au contraire me décevoir, je sais pas, l'arc est pas fini. Mais en tout cas, voilà ce qu'était mon avis à l'heure actuelle. Il y a énormément de choses qui me frustrent, mais qui ont été instaurées dès le départ. Genre, dès le départ, on voyait qu'il y a plein de fights qui étaient ellipsés. Jack qui se fait battre par les Sulong, le combat de certains Mugiwara, il y a des personnages, tu les retrouves 5 chapitres plus tard et le combat il est quasiment fini. C'était ça dès le début de la bataille, donc tout le long je me suis dit, bon ok, en fait on est clairement sur un procédé narratif où Oda veut aller droit au but. Donc il y a certains combats, je vais essayer enfin ça a complètement abaissé mes hypes et mes espérances, parce que j'ai compris très tôt que ok, Oda va faire des sacrifices, il n'arrive pas à maîtriser, et c'est normal, mais il n'arrive pas à maîtriser autant d'éléments, de personnages, etc. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme Marineford aussi, il y avait beaucoup de personnages, mais ils n'étaient pas du tout traités de la même façon. C'était un peu on s'en fout quoi, c'est juste ça se bagarre. Et là non, on s'en fout pas, il y a plein de personnages qui ont des développements à apporter dans leur combat, au sein même de leur combat. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup plus de choses à étoffer. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce format vous aura plu malgré tout. Et puis, eh bien, je vous fais des bisous et à très vite pour de prochaines vidéos sur les mangas. Ciao, ciao.